Je vous remercie à tous d'être présents ce soir. C'est une première pour l'association d'organiser à l'université une soirée de formation. Donc merci d'avoir fait le déplacement, se poser la question. Je ne sais pas si le chemin vous a paru long, mais moi ça me paraît faisable en tout cas. On a été contacté par une association qui s'appelle Les Petites Étoiles du Lagon, donc par Estelle Poncé qui fait partie de cette association pour vous présenter un thème un peu inhabituel et un petit peu moins technique médicalement parlant, ni médicamenteux ou quoi que ce soit, et donc sur le deuil périnatal. Donc, je ne vais pas présenter les personnes elles vont se présenter à vous. Il y a beaucoup d'intervenants. Donc, on voit que c'est un sujet qui est bien, où vous êtes bien organisé et vous avez un super réseau. Vous avez plusieurs réseaux qui se recoupent, mais c'est une belle organisation, visiblement. Pour l'association médicale, je voulais vous informer que nous allons faire circuler une liste d'inscriptions où je vous demanderai si vous êtes d'accord, de remplir vos noms, prénoms. On a mis une case téléphone actuellement. C'est pour les éventuelles circulations de virus, un de ces quatre. Donc on s'habitue à faire des choses correctement par rapport à ce qui peut être demandé de façon officielle. Et cette liste, elle nous sert en fait à permettre de vous remettre des reçus si vous avez besoin d'un reçu de présence. Et ensuite, donc, pour d'éventuelles choses qui se passent très loin de nous actuellement. Pour l'association médicale, je souhaite remercier le soutien financier des laboratoires. Ces laboratoires, en fait, où est-ce qu'elle est notre soutien? Elle est là. Vous dites. Donc pour Blédina, oui, non mais c'est ça. Le nom, je m'en souvenais, mais je partais sur laboratoire. Donc pour Blédina et Galia, qui nous soutiennent financièrement pour l'organisation de cette soirée. Voilà, donc je vais passer la parole directement à Estelle Poncé et merci à vous tous d'être là. Merci, bonsoir à tous. Je vous propose ce soir qu'on se présente chacun. Et c'est Camille Pontière, qui est psychologue, à qui on a demandé d'animer les échanges ce soir et de pouvoir faire circuler la parole et animer les échanges autour de cette thématique. Voilà, Sandrine. Bonsoir à tous et à toutes. Donc je m'appelle Sandrine Camuso, je suis sage-femme coordinatrice du réseau périnatal Naître en Nouvelle-Calédonie et directrice d'un centre d'hébergement qui s'appelle la Maison du Réseau. Voilà, ça suffit. Ce réseau périnatal existe depuis 12-13 ans maintenant. Donc il est relativement bien implanté sur l'ensemble du territoire. Merci. Bonjour, moi c'est Estelle Poncet. Je fais partie de l'association des Petites Étoiles du Lagon depuis 2018. Et j'ai vécu moi-même la perte de mon petit en 2017. Voilà. Moi, c'est Alizé Gox. Donc, je suis la présidente et fondatrice de l'association Petites Étoiles du Lagon. Voilà. Donc, je fais court parce que je vous présenterai l'association dans un deuxième temps. Bonsoir. Donc, je suis Marie Le Billan, vice-présidente de l'association. Et moi, j'ai perdu ma petite fille en 2013. Voilà. Bonsoir, moi c'est Valérie Lescroire, je suis sage-femme libérale et je fais partie aussi de l'association Petites Étoiles du Lagon. Bonsoir, donc moi je suis Camille Pontière, je suis psychologue clinicienne. En fait, j'ai travaillé pendant 5 ans au sein du service de gynécologie obstétrique du CHT. Donc j'ai accompagné pendant quelques années les couples qui ont perdu leur bébé et je continue à le faire en libéral. Donc je n'interviens plus au sein de l'hôpital, mais je continue mon activité en partie voilà, lors de consultations privées pour les couples endeuillés. Voilà. Moi je suis Joël Agenor, je suis gynécologue obstétricien et j'ai la chance de travailler avec toutes ces dames qui sont là. Et je viens de l'hôpital où j'étais assez investi sur le deuil périnatal et sur l'accompagnement des couples dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse et je continue en libéral depuis 6 ans maintenant. Merci. Bonsoir, donc je suis Valérie Galzin, présidente du réseau de périnatalité depuis 4 ou 5 ans, voilà, je ne sais plus, le temps passe vite.
Et donc, dans le cadre du travail en réseau, j'ai participé, notamment avec Valérie, sur la rédaction voilà, d'un livret dont on vous parlera plus tard, justement. Et puis, je suis aussi cadre de la maternité à la clinique. Voilà, donc... Bonsoir, je suis Nathalie Sigur, je suis pédiatre spécialisée en médecine néonatale. J'exerce depuis 8 ans au CHT, dans le service de néonatologie, et bien sûr, nous sommes amenés à prendre en charge des bébés qui sont amenés à décéder et bien sûr leur famille. Voilà. Bon, donc c'est moi qui m'y colle. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu présent ce soir pour cette soirée sur le thème du deuil périnatal. C'est vrai que la question de la prise en charge du deuil périnatal est un petit peu complexe et délicate, tant pour l'entourage que pour les professionnels de santé. Voilà, donc l'objectif de cette soirée, qui devrait durer à peu près 1h30, c'est de pouvoir échanger justement autour de cette problématique du deuil périnatal et de vous présenter aussi en fait les outils qui ont été créés et qui sont utilisés par les professionnels de santé pour accompagner au mieux les parents qui ont perdu leur bébé. Donc voilà, c'est l'objectif de ce soir. Donc bon, vous allez voir, il va y avoir un support, on va vous faire passer aussi tout à l'heure un recueil de témoignages de parents qui ont qui sont passés par là, par le deuil périnatal, qui ont perdu leur bébé. Et donc voilà, le but ça sera de pouvoir après échanger ensemble sur ces témoignages. Voilà. Donc avant de passer la parole à Alizée, pour vous présenter l'association des Petites Étoiles du Lagon, je voulais faire un petit point avec vous sur finalement c'est quoi le deuil périnatal. On va vous donner une petite définition. Voilà. Il faut déjà savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, ça touche environ une centaine de parents, de couples, chaque année. Et en métropole, 7000 couples par an sont endeuillés. Donc le terme de décès périnatal, ça concerne la mort d'un bébé au cours de la grossesse à partir de 22 semaines d'aménorrhée jusqu'à 7 jours de vie de l'enfant. Donc soit ça peut être une interruption médicale de grossesse, une IMG, soit une mort in utero, ou un enfant décédé durant l'accouchement, et puis dans les premières heures de vie jusqu'à 7 jours de vie. Voilà, donc on englobe le deuil périnatal de 22 semaines d'aménorrhée jusqu'à 7 jours de vie. Donc c'est vrai que le deuil périnatal, c'est un deuil qui est complexe, qui est individuel, parce que la mort survient à un moment où on est quand même censé donner la vie. Donc l'annonce du décès provoque forcément chez les parents une période de sidération, de chaos psychique, et elle est bien souvent vécue par les couples comme un tsunami, où il y a beaucoup d'émotions qui émergent et c'est extrêmement complexe. C'est un deuil qui est singulier parce qu'il est multiple aussi. C'est le deuil des projets, c'est le deuil de l'avenir et de la normalité aussi. Donc le soutien des équipes pluridisciplinaires, il est primordial en fait à ce moment-là. On se rend compte, vous verrez aussi dans le témoignage qui va être passé, c'est que les termes qui vont être employés par les professionnels de santé, la manière dont la personne va se comporter, agir, l'environnement, tout ça, on va se rendre compte que c'est extrêmement important pour la suite et pour les parents qui viennent d'apprendre le décès de leur bébé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, pour vous sensibiliser. Bon, voilà. Et aussi, il faut quand même le dire, c'est quand même un deuil qui est pas simple aussi pour nous en tant que professionnels, parce que ça nous renvoie aussi à nos propres vécus, à nos propres deuils, à notre propre mort. Et donc c'est vrai que tout le monde n'est pas à l'aise avec le deuil périnatal, tout le monde ne se sent pas en capacité d'accompagner, et c'est normal, on n'est pas...
On a tous nos limites et je pense que c'est important en fait de savoir qu'il y a quand même des professionnels qui, forcément, qui sont désemparés face au deuil périnatal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on le dit? Et finalement de trouver les mots ou pas d'ailleurs. Enfin, et tout ça, c'est des questionnements qui sont pas évidents. Le sentiment d'impuissance aussi, je pense aux médecins qui sont censés accompagner la vie et qui finalement se retrouvent à devoir annoncer un décès. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Voilà. Donc il faut aussi savoir que j'insiste sur l'importance de la prise en charge parce qu'on s'est rendu compte dans les études qu'il y a 25% des mères qui perdent leur bébé qui peuvent développer un deuil pathologique. Et ces complications liées au deuil sont encore mal connues, d'où l'importance d'un accompagnement bienveillant et étayant pour les familles. Les conséquences du deuil périnatal peuvent être multiples, tant sur le plan personnel, syndrome dépressif, troubles du sommeil, qu'au niveau du couple. On sait que après la perte d'un bébé, les couples aussi peuvent souffrir. Au niveau de la fratrie également, et puis de la projection aussi d'une éventuelle nouvelle grossesse. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et on sait aussi que le soutien social qui est accordé par l'entourage dans le deuil périnatal, il est aussi souvent moins important dans le cas de la perte d'un bébé. On va dire c'est un peu étonnant, mais en fait l'entourage imagine souvent à tort malheureusement que finalement le bébé n'a pas vécu longtemps et que la souffrance est moins importante. Et puis on a des petites phrases un peu maladroites qui reviennent très souvent. Si vous êtes jeune, vous en referez d'autres. Voilà, donc ça c'est des choses qui reviennent beaucoup en consultation et c'est des phrases qui marquent énormément les couples. Voilà. Donc c'est important justement que l'enfant fasse partie de l'histoire familiale et de faire vivre cet enfant d'une manière ou d'une autre. Et on sait aujourd'hui, on va en rediscuter, mais que les souvenirs sont extrêmement importants dans le processus de deuil. De pouvoir avoir le plus de souvenirs possible de son bébé permet de favoriser et de ne pas justement développer un deuil pathologique. Et puis surtout aussi, ce deuil, c'est une perte douloureuse parce que c'est aussi un deuil quelque part ça s'ajoute au deuil l'absence aussi de la parentalité. Finalement, est-ce qu'on est parent? On vient de perdre notre enfant, mais où on se situe? Est-ce qu'on est quand même parent ou est-ce que finalement on rentre de la maternité sans bébé? Et ça, c'est extrêmement complexe aussi comme processus. Donc voilà, c'est un deuil qui est complexe, qui comporte plusieurs étapes comme les autres deuils, mais voilà, je pense que pour apprivoiser la douleur, les parents essayent de faire vivre leur enfant autrement. Et il y a beaucoup de questionnements qui émergent, c'est comment survivre après la perte d'un enfant, parce que je pense qu'on parle vraiment de survie à ce moment-là. Comment envisager une nouvelle grossesse? Et c'est vrai que tous les professionnels de santé sont confrontés à ces questionnements et c'est pas toujours facile d'y répondre. Donc voilà, justement, afin d'accompagner les parents dans les démarches administratives qui sont pas simples non plus à ce moment-là, dans les questionnements, Alizée va vous présenter l'association qui a été créée en 2015 par Marie et Alizée, qui est l'association des Petites Étoiles du Lagon. Voilà. Donc je passe la parole à Alizée. Donc voilà, je vais juste vous expliquer vite fait pourquoi j'ai créé l'association à la base. Donc j'ai perdu en fait mon premier bébé, une petite fille. J'étais enceinte de 34 semaines d'une mort fétale in utero à la cause d'une hémorragie placentaire. Voilà, donc suite à ça, je me suis retrouvée seule. Mais j'ai cherché beaucoup d'aide sur Internet, en métropole, où je pouvais, en fait, j'avais besoin d'arrêter de me sentir seule, de trouver du soutien. Et une amie m'a présenté Marie, en fait, on avait une amie en commun, et elle nous a présenté. Et donc du coup, dès les premières rencontres, on s'est vite rendu compte toutes les deux, en fait, qu'il nous avait manqué la même chose. Et
et que tous les parents ne ressentaient pas les choses de la même façon. Avec des expériences très différentes, parce que Marie a perdu sa petite fille d'une IMG et moi d'une mort fétale, donc c'était deux expériences complètement différentes, et pourtant en fait nos besoins étaient les mêmes en fait, ou du moins ont été les mêmes à un moment donné. Et là on s'est dit, en Calédonie il n'existe rien pour aider les parents sur le sujet en fait, et donc on s'est lancé. Voilà, donc en 2015. Et en 2018, Estelle nous a rejoints. Donc voilà, elle nous a permis de rebooster l'association, parce qu'on on était que deux en fait, donc aucune connaissance du milieu associatif, donc on s'est soufflé un petit peu et Estelle nous a bien reboosté, et du coup au jour d'aujourd'hui on a beaucoup de projets et d'actions à venir, donc Marie va vous détailler tout ça. Et il y a quelques semaines, Valérie nous a rejoint aussi, et c'était pour nous très important, car elle nous apporte en fait toute la vision professionnelle en fait de la partie du deuil périnatal, et pour nos actions en fait, pour nous c'était vraiment important d'avoir la vision d'un professionnel. Donc voilà, je laisse la parole à Marie pour vous dire nos actions. Alors, moi je vais vous présenter les actions, je ne vais pas m'attarder sur mon histoire parce que je fais partie des témoignages, donc vous aurez tout loisir de m'entendre sur le sujet. Donc nous, nos actions, la première chose, c'est d'agir auprès des parents, donc d'essayer de les informer au maximum sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc pour ça, on a mis en place, créé un site internet qui regroupe plusieurs documents, que ce soit toute la partie administrative, des démarches pour la reconnaissance de leurs petits, et tout ce qui va être notamment pour l'IMG, comment se préparer au mieux à la rencontre avec son petit. On a des témoignages, voilà, plusieurs ressources qui peuvent les aider. Ensuite, on leur propose une écoute. Donc ça peut être, ils peuvent nous contacter par téléphone, on a créé une page Facebook, donc par Messenger. Ils peuvent aussi nous demander, on peut leur proposer des rencontres individuelles ou, s'il y a des besoins, proposer des groupes de parole. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel de nos actions pour le moment. Ensuite, notre deuxième objectif, on est là pour ça ce soir, c'est de sensibiliser les professionnels pour l'accompagnement au deuil périnatal. Donc on est régulièrement invité dans des formations, et notre objectif, c'est de faire remonter les besoins, les ressentis des parents. Et puis nous, de notre côté, on reçoit aussi la parole des professionnels, ce qui nous permet d'expliquer un peu, parfois aux parents, quand ils vivent mal la situation, les difficultés qu'il y a aussi en face. Voilà. Ensuite, nous, le point très important de notre association auprès des professionnels, c'est tout ce qui est autour de la rencontre avec le bébé. Ça, c'est un moment crucial pour la suite du cheminement du deuil. Donc pour ça, on a mis en place la création de nids d'anges de taille adaptée pour les tout petits. Et les maternités, comme ça, peuvent les proposer aux parents, parce que le moment que vont passer les parents avec le tout petit est précieux pour créer des souvenirs qui sont essentiels. Et c'est vrai qu'au départ, nous, quand on a perdu nos petits, il n'y avait pas ça en place. Donc si on n'est pas préparé, moi avec l'IMG j'ai pu me préparer, mais dans le cas d'Alizé, c'était pas possible de l'anticiper. Si les parents veulent prendre des photos, c'est des photos plutôt médicalisées avec des draps de l'hôpital. Voilà. Donc là, le nid d'ange, ça permet de créer un beau souvenir et qui est vraiment essentiel pour la suite. Voilà. Ensuite, on essaye d'agir aussi auprès des institutions pour accompagner les parents dans la reconnaissance de leurs petits, parce que c'est extrêmement complexe avec les dates de terme, etc. Et les textes ne sont pas toujours très bien connus. Et enfin, on essaye de sensibiliser le grand public au deuil périnatal, parce que c'est un sujet extrêmement tabou. Donc on essaye un peu de libérer la parole. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Et depuis 2015, on est quand même très contente de travailler avec tous les professionnels qui sont autour de nous, parce qu'on se rend compte que les choses évoluent positivement en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc on espère que ça va continuer dans la suite. Voilà. Et moi, ce que je souhaite pour cette soirée en particulier, c'est que vous puissiez avoir conscience que tous les professionnels de santé peuvent, dans le chemin de reconstruction des parents, aider à un moment donné. Parce que c'est tout un réseau de personnes qui vont permettre aux parents de trouver le chemin pour se reconstruire. Voilà. Je vous remercie et je passe la parole à Estelle. Non, Camille.
Je m'introduis. Donc, un petit mot pour vous parler du film qu'on va vous présenter. Donc, ce recueil de témoignages, il a été créé en 2018 lors de la deuxième formation sur le deuil périnatal qui a été organisée. Sandrine vous en parlera tout à l'heure, vous en dira 2 mots sur ces formations. En fait, l'idée, c'était de permettre la rencontre entre les professionnels et les parents. Et donc, on va aux formations pour pouvoir témoigner, pour pouvoir échanger avec les professionnels. Mais on n'est pas toujours là. Et il y a aussi d'autres histoires qui ont tout leur sens et toute leur richesse à apporter. Donc, on a eu l'idée, avec Valérie, de faire un film et de faire en fait un recueil de témoignages vidéo qui allait pouvoir rester, même si on n'est plus là, même si, voilà, avec, et qui regroupe différentes expériences. Avec différents vécus et qui permettent aussi d'avoir une vision plus large. Donc dans les parents que vous allez voir là, il y a 2 mamans avec des histoires complètement différentes, un papa et un couple. On souhaitait avoir plus de diversité culturelle dans les témoignages. Il devait y avoir notamment un témoignage d'une maman ou d'un couple, je ne sais plus, c'était une maman ou un couple mélanésien, et une autre personne aussi, mais qui, au moment en fait du rendez-vous, n'ont pas pu venir. Ça a été, il faut savoir, vous allez le voir là, c'est vraiment pas facile. L'exercice n'était pas facile. Se livrer son histoire, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage. Et du coup, j'en profite pour remercier ses parents courageux, mon mari, de s'être prêté à l'exercice. Donc, le film a été réalisé avec l'association, avec Valérie qui est ici, et avec Judith Rostin qui est journaliste et qui a fait du coup toute la prise des images et qui nous a aidé à finaliser le montage également. Voilà. Donc là, vous allez voir un extrait qui représente à peu près la moitié du film. Ça dure 40 minutes. Voilà. J'ai perdu mon bébé en février 2013 à la suite d'une IMG. Donc il y a eu plusieurs malformations cérébrales qui ont été diagnostiquées et on a décidé d'interrompre la grossesse. Et j'étais enceinte de 7 mois et demi. Voilà. En gros, l'annonce était à 28 semaines et demie et l'IMG 31 et demie. 30 et demi. 2 semaines après. Je m'appelle Vanessa, j'ai 39 ans. C'est important, sans doute dans mon cas, l'âge. Et donc, je suis déjà maman d'une petite fille qui a 4 ans et demi. J'ai accouché le 1er juin de cette année 2018, donc d'une petite fille, Juliette, qui était porteuse de trisomie 21. Et voilà, à 20 semaines de grossesse. J'étais enceinte l'année dernière de jumeaux, donc déjà c'était une très belle surprise pour nous, parce que voilà, c'était un rêve. Première grossesse des jumeaux, voilà, donc on avait des rendez-vous toutes les 3 semaines, et au mois d'août, lors d'une visite et un simple contrôle, voilà, gynéco, pour voir si tout allait bien, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien qui va. Les cœurs, ils battent plus. Et là, c'est le monde qui s'écroule. Voilà, on nous dit les cœurs battent plus. Voilà, la grossesse se fait, je pense, un peu comme toutes les grossesses. Et arrivé au 7e mois, on a eu 2 échographies rapprochées. Et la 2e échographie était pas bonne. Le bébé prenait pas de poids et il y avait un volume d'eau dans le cerveau qui était trop important et un diamètre abdominal assez réduit. Et donc ce qui nous a amené à faire toute une batterie de tests qui s'avéraient à chaque fois positifs. Ou quand on a eu le karyotype complet, et ben là, le karyotype était mauvais et donc il avait une translocation génétique.
il m'explique pas clairement ce qui se passe et dans le flou, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il m'aurait orienté vers l'hôpital pour un autre rendez-vous. Donc moi, je suis sortie de son cabinet en n'ayant rien compris à ce qui se passait, seulement qu'il y avait un problème, je ne savais pas lequel. À la limite, la seule chose que je pouvais retenir, c'est qu'il y avait un retard de croissance, visiblement, et c'est tout. Et donc on était un jeudi et il fallait que j'attende jusqu'au lundi pour savoir ce qui se passait vraiment. Donc je me suis retrouvée à sortir du cabinet en pleurs. Je me souviens, on devait aller chez des amis, je les ai appelés en disant je peux pas venir, je sais pas ce qui m'arrive, je comprends rien quoi. Et j'ai eu le réflexe en fait d'appeler mon médecin traitant que je connais très bien et j'ai demandé donc à mon conjoint de m'amener chez mon médecin traitant qui lui m'a reçu, qui a regardé les échographies, qui visiblement a compris ce qu'il pouvait y avoir comme souci. Et lui par contre m'a annoncé les choses beaucoup plus clairement. Il m'a dit voilà, moi je sais pas ce qu'il en est réellement. Peut-être que ton bébé a soit un retard de croissance, pas forcément très grave, soit il y a peut-être des malformations cérébrales. Dans ce cas-là, si c'est vraiment grave, ça peut amener vers une IMG, mais pour ça, il faut que tu aies un autre avis médical. Et il m'a dit tout de suite, si c'est ça, je serai là pour t'accompagner. Donc déjà, lui, il m'a en gros sauvé ce jour-là parce que j'avais quelqu'un qui m'a me raccroché. Donc le week-end est passé où j'étais pas rassurée, mais pas non. Enfin, ça a été plus facile pour moi de pas faire la machine à laver comme je l'aurais fait avec le premier médecin. Et le lundi, donc j'ai eu rendez-vous avec le médecin référent pour tous les problèmes de malformation. Et donc lui, ça a été une autre échographie et je considère que là c'est la deuxième véritable annonce où là du coup j'ai pris conscience vraiment de ce qui se passait. Et lui, en fait, quand il a fait l'échographie, contrairement au premier, il a été très silencieux. Il m'a dit, je regarde et après, je vous dis. Et j'ai préféré ce silence, finalement, que les agacements ou les questionnements faits à haute voix par le médecin. Et après, donc à la fin, quand il avait tout regardé, qu'il était sûr de son diagnostic, il nous a fait asseoir et là, il a été très clair pour l'annonce. Il nous a dit clairement, votre bébé c'est très grave, il a des problèmes cérébraux. Et là, le message, il passe clairement, quoi. Il nous a pris en charge tout le temps. Ça a été notre référent. On a rencontré aussi une autre sage-femme, mais alors dans le flou, je n'ai pas retenu son nom, je sais plus, mais on a eu un entretien pour préparer à l'IMG. Mais tout le reste des rendez-vous, c'était avec ce même médecin. Et du coup, ce qui est rassurant pour le patient parce qu'on se raccroche forcément à quelqu'un et c'est rassurant de se raccrocher à quelqu'un et de le suivre comme un guide un petit peu parce qu'au final tout s'écroule, on est perdu, on se retrouve un peu comme un enfant qui a plus de repères, plus rien. Et puis voilà, instinctivement on se raccroche à lui et tout ce qu'il dit, on écoute et puis on suit quoi, hein. On se laisse guider. De la clarté nucale élevée. C'est vraiment là, moi, que pour moi, tout s'est effondré parce que je me suis dit, la série continue. Et puis là, voilà, c'est un peu le coup près, quoi. J'avais quand même un espoir, en fait. Ouais. J'avais quand même un espoir, donc forcément déçu. Triste aussi, ça c'est sûr. Et puis ouais. Disons que, voilà, on savait. Un soulagement aussi que ça s'arrête. Quand on m'a dit qu'il faut attendre une semaine, je me suis dit mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Et puis en fait, la première partie des premiers jours, j'ai dû beaucoup. J'ai échangé avec des mamans. Du coup, ça m'a permis de prendre conscience que voilà, cet enfant, de toute façon, il était là, c'était le mien, et que j'allais m'en occuper, alors que au départ, voilà, je voulais pas de délai. J'étais même pas sûr de vouloir l'avoir, je voulais que ça s'arrête. Je voulais que ça s'arrête et qu'on me laisse tranquille. Et en fait, et puis ce temps-là, ça m'a vraiment permis de passer à autre chose, de m'ouvrir un peu à ce qui allait se passer. Ce qui est particulier, c'est que j'avais l'impression que j'avais pas ma place dans la grossesse jusqu'au moment où les premiers résultats mauvais sont apparus. C'est-à-dire qu'avant, j'étais présent à tous
à chaque examen. Mais le gynécologue me serrait la main et puis j'ai l'impression qu'il n'avait même pas vu que j'étais dans la pièce. Enfin, il ne parlait jamais, il parlait Estelle. Et par contre, quand les premiers résultats mauvais sont apparus, eh ben, oui, là j'ai eu l'impression de rentrer dans... Enfin, en tout cas, que tout d'un coup j'avais un rôle. C'est-à-dire que ben là, il venait me voir, me parler avec moi, et puis de m'intégrer au processus, quoi. Et ben, suite à toute la batterie d'examens où les résultats étaient bons, et c'était le dernier rendez-vous qui préparait finalement l'accouchement. Et même Estelle dans la voiture me dit comment tu le sens le rendez-vous. Moi je n'étais pas stressé du tout. Pour moi, bon bah voilà, tout va bien, il est comme ça, puis il va naître comme ça, quoi. Et ça a été tout de suite. Le gynécologue là nous a pas. Enfin, il a été très. Il nous a pas laissé en suspens ou un truc comme ça. Il nous a dit tout de suite. Je ne sais plus comment il l'a dit exactement, mais c'était tout de suite, les résultats sont pas bons. Les derniers résultats sont pas bons. Et à partir de là, donc, et après, à partir de là, il nous a expliqué pourquoi. Mais on n'était pas dans... Enfin, c'était très clair, quoi. C'était pas... oui, mais peut-être... Donc là-dessus, ça, pour moi, ça, c'était super. Et l'annonce, c'est sûr que c'est un choc. Il n'est pas allé plus loin que ça. Et donc il nous a dit qu'il nous laissait 24 heures pour prendre notre décision. Et en même temps, il a organisé tout de suite un rendez-vous avec une pédiatre au Medipôle pour qu'on ait un avis justement sur... qui nous aide à prendre notre décision, quoi. Et il y avait ce côté-là où moi je savais pas trop comment le dire à Estelle, et en fait finalement pour moi la décision elle s'est presque imposée à elle-même. C'est-à-dire que les pathologies étaient tellement graves que j'imaginais pas qu'il puisse avoir une belle vie, quoi. C'est une nouvelle qui était par le fond et par la forme plutôt brute, parce que par le fond c'était uniquement une visite de contrôle. On avait juste rendez-vous avec la gynéco remplaçante pour une visite tout simplement bénigne. Et donc on a appris assez brutalement cette nouvelle. Elle nous a annoncé dès les premières minutes de sculptation que les cœurs battaient plus. Elle nous l'a annoncé comme ça de but en blanc, en nous disant ça doit faire au moins 2 semaines. Et elle n'a pas pris de gants forcément pour l'annoncer. Après voilà, donc on a tous les deux subi un voile noir en réalité, c'est-à-dire qu'on, comme disait Joy, on est tombé des nues par la nouvelle, aussi brute soit-elle, et on n'a pas trop eu le temps en réalité de comprendre ce qui se passait sur le moment. On avait 1 milliard de questions et puis pas une seule réponse, et elle nous en a pas dit plus. On nous a laissés seuls dans la salle d'auscultation, et puis du coup on s'est retrouvés tous les deux à se demander pourquoi, comment, et voilà, et surtout pourquoi. Et ensuite elle nous a expliqué que ce sont des choses qui arrivent, qu'elle n'a pas la réponse immédiate à ce qui se passe, et que maintenant il va falloir prendre des décisions et il va falloir faire des choix. Elle nous a bien sûr conseillé la marche à suivre. Voilà, elle nous a dit qu'il fallait prendre rendez-vous auprès d'une clinique pour procéder à l'accouchement, en nous proposant que ce soit fait le plus vite possible, ou bien si on voulait attendre 1 semaine, ça pouvait attendre 1 semaine. On n'a pas eu plus d'aide ou de ligne directrice que ça au final, hein. Moi je me souviens juste, j'ai entendu accouchement péridural, et c'est là où ça m'a fait un double choc en fait. Je me suis dit waouh, en fait je vais accoucher. Vraiment, je vais accoucher. Et 2 bébés morts. Et en fait ça plus la nouvelle des cœurs qui battent plus, ça a fait un trop plein.
Et là, vraiment, jusqu'au retour à la maison, c'est toi qui as signé tous les papiers. Moi, j'étais capable de rien. Mais là, le flou total et... C'est ça, le brouillard. Et, ouais. Puis dès le lendemain, on va à la clinique. On enchaîne les rendez-vous avec l'anesthésiste. On comprend qu'en fait, on va vraiment accoucher. Alors déjà, psychologiquement, on n'est pas prêt parce qu'on savait que c'était pas si tôt, l'accouchement. Et... C'est ça, tout est rapide, tout s'enchaîne. T'as pas le temps de réfléchir. On t'explique pas réellement ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il faut aussi faire vite, parce que c'est pas non plus anodin comme intervention. C'était trop protocolaire et trop de paperasse et pas assez de... Pas assez de prise en charge humaine. C'est ça. Et ça rajoute encore un coup au moral et on est très vite encore plus déstabilisé. On est amené à la polyclinique, il y a plein de mamans enceintes, plein de mamans qui accouchent. On est dans une salle où à côté il y a une maman qui vient d'accoucher. Et nous on est là avec ce mal-être et... Psychologiquement c'est difficile de côtoyer. Ouais. Et je pense que ça l'est aussi pour les mamans qui viennent d'accoucher, même si elles ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans la chambre d'à côté. Mais nous, arriver dans cet état d'esprit et côtoyer tout ce bonheur que doit être une maternité, au final là c'est psychologiquement difficile. Surtout quand tu connais pas la suite, tu sais pas ce qui va se passer. On t'accompagne pas en te disant il va se passer ci, il va se passer ça, psychologiquement tu vas ressentir ça, non, on sait pas. On te prend, on te dit faut que tu ailles à la clinique maintenant. Moi j'ai senti que vraiment il y avait beaucoup de précautions quand même autour de tout ça. On sent que tout le monde a envie que ça se passe bien, le mieux possible pour vous, quoi. Donc ça fait quand même du bien de sentir que on n'est pas là, on n'est pas une patiente comme une autre, entre guillemets. En tout cas, moi, je l'ai vraiment senti ça. Ce que j'avais demandé à la sage-femme, c'était de la voir d'abord, elle, et qu'elle me dise finalement si elle pensait que c'était possible, en tout cas souhaitable pour moi de la voir. Du coup, elle a rapproché le berceau doucement, d'abord au pied du lit. J'ai regardé comme ça, j'ai jeté un œil un peu à distance. Et puis après, ça m'a permis de dire mais est-ce que tu peux le rapprocher, On a pu prendre quelques photos. Ma sœur m'a dit si tu veux je prends des photos, donc on a pu faire ça. Et c'est très rassurant déjà de savoir tout de suite que c'est pas le dernier moment, que c'est pas la rencontrer et forcément les adieux en même temps, on peut se revoir après. Alors je pense que l'acte IMG, l'acte de l'injection, tout ça, j'étais en état de choc et pas capable de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Donc ça, je l'ai pas trop mal vécu parce que je pense en fait j'étais là et pas là. J'étais pas capable de l'encaisser à ce moment-là. C'est que plus tard en fait que j'ai compris que j'avais pas conscientisé les choses. J'ai une sage-femme qui m'a demandé comment ça s'était passé si mon bébé avait eu une injection. Et là, le fait qu'elle me pose la question, ça devait être 2-3 mois après. Il y a eu un truc, j'ai eu une prise de conscience, quoi. Donc ça a été violent aussi. Cette question et la prise de conscience, parce que je crois que j'avais pas envie de prendre conscience que ça s'était passé comme ça. Qu'en fait, une IMG, c'est la mise à mort d'un bébé et je voulais pas prendre ça en conscience comme ça, quoi. Donc j'avais fait, je sais pas comment, pour me défendre de ça. Pour moi, c'était envolé et puis voilà, c'est tout. Et après, il y a eu le moment après où on a attendu la rencontre. Et pour moi, c'était attendre de la rencontrer. J'avais hâte de la rencontrer, de la voir. Parce que je savais qu'elle ne pouvait pas vivre avec nous, ça c'était clair. Et que c'était comme ça que ça devait se passer, quoi. Donc ça a été un moment assez doux, j'avais envie que ça se passe bien. Donc je me suis laissée porter. Et c'est vrai que il n'y a pas eu de complications. Tout a été dans la continuité grâce à la sage-femme qui était présente, qui était très douce et bienveillante, qui tout de suite a accueilli mon bébé comme n'importe quel bébé. Elle l'a habillé, elle lui a dit que ses vêtements ils étaient jolis, que son petit parfum sentait bon, ça fait
ça fait vachement de bien, quoi, parce que on reconnaît notre bébé. Et après, donc, elle nous l'a présenté. Alors, je sais plus. Non, je crois qu'au début, elle n'était pas habillée quand elle nous l'a présentée. Elle a juste mis dans un petit drap, et puis on a pu la porter, la prendre dans nos bras. Donc moi, du coup, j'ai découvert mon bébé comme n'importe quelle maman rencontre son deuxième bébé. Et c'est vrai que je lui ai posé la question de savoir par rapport à ma fille aînée comment j'allais accueillir ce bébé, et en plus ce bébé décédé. On peut se demander comment on va pouvoir l'aimer en fait. Et puis tout se passe comme pour n'importe quel bébé. Le cœur qui s'ouvre un peu plus gros, et puis on se met à regarder son bébé. Est-ce qu'il ressemble à sa sœur? Puis on voit tout de suite ses mêmes petits nez, ses petits mentons, tout ça. Voilà. Donc c'est un moment vraiment très, très beau. Et on est resté à peu près 1 heure avec elle. Et puis après, il y a la réalité qui revient. Son visage a commencé à changer un peu de couleur forcément. Et là on s'est dit, bon, c'est le moment de la laisser partir, il faut qu'on garde des beaux souvenirs. Donc on a eu le temps de la prendre en photo. La sage-femme qui était là nous a proposé de nous prendre en photo avec elle. Donc on a une photo, on est tous les 3, quoi. Donc, c'est l'accouchement, parce que c'était quand même un accouchement voix basse, avec tout ce que ça comporte, très médicalisé, alors que nous on était plus partis sur quelque chose de plus physiologique. Et puis l'enchaînement de l'accouchement où voilà, on se retrouve avec notre bébé dans les bras qui moi j'avais l'impression qu'il dormait, quoi. Enfin, je le voyais bien, paisible, comme endormir. Et puis le lendemain, changement de décor, il faut appeler les pompes funèbres, organiser finalement toute la fin de vie, quoi. Et donc ça fait un concentré en l'espace d'une semaine où on passe de tout va bien à ça va pas bien, et on incinère notre enfant, quoi. C'était ça qui était bien, c'est qu'on a été accompagnés, mais on ne décidait pas pour nous, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours nous qui avons eu le choix de tout. Je sais que personnellement, quand on nous a demandé si on souhaitait voir le bébé ou pas, on était en décalage avec Estelle. C'est-à-dire que Estelle, oui, c'était oui tout de suite. Moi, c'était au début, non. Et il m'a fallu quelques temps, et finalement, donc, oui, j'ai vu le bébé, j'ai pris dans mes bras, et c'était un super moment, et heureusement que je l'ai fait, quoi. Et donc là, l'accompagnement, là, je l'ai trouvé super, c'est-à-dire nous dire, vous pouvez faire ça, ça peut être très bien de le faire, mais à vous de décider, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment pour le côté humain, et ça, à la clinique, ils ont été top pour ça. On a été aussi accompagné par un thérapeute, et qui, moi, que je connaissais pas du tout, qu'Estelle connaissait déjà. Et donc j'ai rencontré la première fois juste la veille de l'interruption de vie, et qui lui aussi m'a questionné, m'a fait prendre conscience de mon rôle de père, quoi. Et chose, je pense que je percevais pas encore, quoi. Et sur le moment, je l'ai pas perçu beaucoup plus, mais c'est lui aussi qui m'a, sans m'orienter du tout, mais qui en quelque sorte m'a fait prendre conscience de tout l'intérêt de voir Nalo, de l'avoir dans les bras. Parce que mon premier sentiment, c'était de passer à autre chose, quoi. Et je pense que pour ma part, ça aurait été une grosse erreur, finalement, ouais, j'ai tendance à mettre de côté les choses qui sont désagréables ou qui ne me plaisent pas, mais finalement, ouais, là, ça aurait pas été pas du tout le bon chemin à prendre. Et
Et là-dessus, ça c'était vraiment super que voilà, qu'il soit là juste quelques heures avant et ouais, et puis autant là l'accompagnement, je pense que là il a été top pour ça là, qu'il y ait eu cette personne. Et après, le moment où je me suis senti père, c'est marrant, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement où maintenant c'est indéniable quoi. Mais sur le moment, ouais, il m'a fallu, il a fallu que j'ai Nalo dans mes bras et que je le vois et puis quelque part que je m'occupe de lui quoi. Alors je ne suis pas occupé en changeant ses couches ou voilà, mais je me suis occupé ouais, de ce que je pouvais dans sa vie qui n'en était pas vraiment une quoi. Moi, j'ai eu tellement peur de dire des bêtises que j'ai appelé à la rescousse mon médecin traitant et qui nous a tout de suite reçus et c'est lui qui lui a expliqué. Et comme lui en plus, il a une formation, il a été pédiatre, si je dis pas de bêtises, il savait comment parler aux enfants, il avait vraiment les bons mots pour lui dire que sa sœur a été malade, qu'effectivement elle allait mourir. Qu'elle pouvait pas vivre comme ça, mais que c'était ni de sa faute à elle, ni à ses parents, que c'était la vie, qu'elle faisait des mauvais tours parfois, qu'elle n'était pas malade, nous non plus. Donc il fallait pas qu'elle s'inquiète et que moi j'allais partir à l'hôpital quelques jours et que quand à mon retour j'allais revenir, il y aurait plus de bébé dans mon ventre. Voilà. Et ma fille avait 4 ans et demi à ce moment-là. Donc elle, effectivement, quand je suis revenue de l'hôpital, a vérifié que le bébé était bien parti de mon ventre. Elle a soulevé mon t-shirt. Mais c'est pas... Elle en a pas parlé plus que ça. Comme elle était toute petite. Elle a été gardée chez son meilleur copain. Pour elle, c'était... Quand j'allais à l'hôpital, c'était presque une fête pour elle, parce qu'elle allait chez son copain. Donc nous, on préférait que ça se passe comme ça pour elle, quoi. Voilà. Donc elle a continué sa vie de petite fille. On l'a préservée au mieux, quoi. Mais en lui expliquant quand même les choses. Voilà. Alors, par la suite, on en a parlé avec elle, mais il y avait un décalage. Je crois qu'il y a un jour où elle a exprimé qu'elle ne comprenait pas. Elle a dit, moi je ne comprends pas, pourquoi vous pleurez Elle ne comprenait pas. Elle a dit, moi de toute façon, ma petite sœur, je ne l'ai pas dans mon cœur. Donc j'ai mis un temps à essayer de comprendre ce qu'elle me disait. Et en fait, ce que j'ai compris après, c'est qu'elle... Comme elle n'avait pas vu sa sœur, elle ne projetait pas, enfin, c'était abstrait pour elle. Et du coup, après plusieurs semaines de réflexion, je me suis dit, parce que je voyais bien qu'elle était contrariée, que ça n'allait pas. Je lui ai proposé qu'elle regarde les photos de sa sœur. Donc j'ai modifié les photos qui étaient en couleur, je les ai passées en noir et blanc pour qu'elles soient plus faciles à voir. Et elle les a vues et ça l'a soulagée, quoi. Elle a dit, ah bah oui, en fait, j'ai une petite sœur. Ah mais elle était belle. Ah mais moi, je suis triste parce que je voulais la voir. Et je crois qu'elle a démarré son processus de deuil à ce moment-là, quoi. Et après, elle nous a parlé d'elle, et elle nous en parle encore. Mais avant, elle ne comprenait pas, quoi. C'était pas clair pour elle, quoi. Moi, c'est venu assez vite, mais le médecin, à ce moment-là, comme on ne savait pas ce qui s'était passé, nous a dit qu'il fallait attendre 6 mois. Donc pendant 6 mois, moi j'ai attendu sagement. Et après, une fois les 6 mois passés, qu'il nous a donné le feu vert, moi j'étais à fond, quoi. De toute façon, je ne me voyais pas rester sur cette expérience douloureuse. C'est la vie avant tout, et cet appel de la vie était plus fort que tout. Mais ça a été compliqué dans mon couple parce que mon compagnon qui me soutenait et qui se mettait en retrait, lui, il n'avait pas le même... souhait en fait. Ça a été la catastrophe. Je suis allée voir mon médecin traitant lui expliquant ce qui se passait, qui m'a réorientée du coup vers mon gynécologue et qui lui m'a tout de suite apaisée, m'a reçue en urgence à l'hôpital. Il m'a dit non mais la réaction de votre conjoint elle est juste normale en fait. Et il confond la peur et puis le non-désir d'enfant. Donc ce qu'ils ont fait à l'hôpital, c'est qu'ils nous ont pris en charge tout de suite. Ils nous ont accompagnés, on a eu des rendez-vous avec la psy.
mon compagnon il a accepté d'y aller, donc on a pu en parler. Voilà. Donc il a accepté la grossesse du coup. Et ça a été un peu, prendre le bas de combat, c'était la cata quoi. La grossesse de mon fils, par rapport aux dates anniversaires, j'avais envie que tout se passe bien, mais en même temps, j'arrivais pas à me projeter forcément, tant que la date anniversaire de la grossesse n'était pas, l'IMG n'était pas passée. Et c'est la psychologue là qui m'a aidée, qui m'a dit non mais écoute là, t'es au 5e mois, l'échographie s'est bien passée, t'es avec un médecin de confiance et tout. Et puis maintenant tu sais que de toute façon, même si quelque chose doit arriver, ça arrivera, mais il faut que tu te prépares là. Parce que sinon ton bébé il va arriver puis tu ne seras pas préparé quoi. Il faut te préparer à accueillir ce nouvel enfant. Et je pense qu'il y a un truc qui a fait tilt. Et on a eu ce dont on avait besoin. On avait besoin d'un suivi, d'être rassuré. Et on a eu des échographies rapprochées, un accompagnement. Là, j'ai continué à aller voir la psy, du coup, pour faire plutôt des exercices de relaxation, de sophro. Voilà. Mais après, ouais, j'ai eu besoin d'avoir des outils aussi pour que cette grossesse-là se passe bien et l'accouchement se passe bien. Je crois qu'on est aussi dans un projet que tout se passe bien cette fois, quoi. On se pose la question de savoir si on ne va pas surprotéger notre enfant, si on ne va pas trop l'aimer, si on n'est pas trop... parce qu'on n'est plus pareil, quoi. Forcément, on a changé, profondément changé. Et cette naissance, elle est particulière, quoi. Je crois qu'après... je sais pas comment dire ça, mais... c'est vraiment différent, quoi. On a plus conscience du miracle que c'est, quoi, en fait. La vie d'un petit bout de chou, quoi. Peut-être un peu de culpabilité, de peur de mal faire, parce qu'on sait qu'on a été forcément tellement impacté par la perte de ce bébé que ça a des conséquences sur notre façon d'être, sur notre psychologie. Et qu'on n'a pas eu le temps d'apprivoiser complètement qui on était, puisqu'on change profondément. On se connaît peut-être pas complètement, du coup. On se redécouvre, sans doute. La pilule n'est toujours pas avalée, mais c'est pas grave. C'était tôt, et puis il y en aura d'autres. Vous êtes jeune, et... Enfin, non. C'est moyen, enfin, non. Donc oui, on a changé de gynéco cette fois-ci. Il est vraiment très très bien. Et on a des rendez-vous tous les 10 jours, pour le moment. C'est très bien. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Et il nous explique vraiment bien les choses. Toutes, ouais. Enfin, on n'a jamais de questions à poser. On est toujours au courant de tout pour le moment, de toute l'évolution. Chose que l'année dernière, on n'avait pas lors des échographies. Non, là, on est vraiment bien suivis. Et... On a de la chance. Ouais. Quand on a perdu Nalo, on avait quand même envie d'avoir d'autres enfants, quoi. Mais pas tout de suite. Et c'est arrivé, finalement, c'est arrivé vite, quoi, moins d'1 an après le décès de Nalo. Et puis c'était une phase où, un moment entre nous deux, où ça allait pas trop. Et puis voilà, tomber enceinte un peu comme ça, quoi. Et donc la première réaction c'était waouh, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et on s'est posé la question, hein, est-ce qu'on garde ou pas. Et puis voilà, il nous a fallu dire 24 heures où on s'est dit bah non, en fait voilà, voyons-le comme un coup du sort, quoi. Ou voilà, la vie nous sourit, prenons-le, quoi. Voilà, et donc tout de suite on voit le gynéco, on fait une première écho, et là d'entrée de jeu rien à l'échographie. Et donc tout de suite la première chose ça a été
eh ben, on va faire des examens complémentaires. Et donc rebelote, parce qu'on avait l'impression d'être sorti 10 mois avant. Première chose, c'était il faut refaire une prise de sang, il faut refaire une écho dans une semaine, il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc pas très serein quoi, pour commencer. Donc après, les résultats étaient bons et puis c'était juste que c'était une grossesse jeune, donc finalement il n'y avait il n'y avait aucun problème. Et donc la grossesse a commencé comme ça. Mais disons que je pense autant l'un que l'autre, au début on était un peu sur la défensive. On s'est dit c'est pas parce que j'étais enceinte qu'il y aura un bébé au bout quoi. Et donc on était hyper prudents de tout ce début de grossesse. Ouais, on était dans une espèce d'attente avec ce truc où on se dit est-ce que ça va me tomber sur la tête à un moment donné, maintenant, plus tard, je sais pas. Et donc finalement on a fait le choix de faire une amniosynthèse dès qu'on pouvait le faire au bout du 3e mois. Et là, donc on a eu les résultats qui étaient bons. Donc là, on sait que le karyotype est super. Et là, en fait, ça a complètement changé notre point de vue, quoi. Et maintenant, ouais, on est hyper confiant, hyper serein. Et puis autant moi, dans la première grossesse, j'avais du mal à me mettre dedans. Ça me faisait beaucoup de changements, autant le changement de vie, et puis même la place que je pouvais avoir, voilà, où c'est vrai que je me sentais pas à pair encore, ou la relation que je pouvais avoir avec le bébé, avec le ventre, de le sentir bouger. On avait fait un peu d'autonomie, mais on l'a fait le lendemain des premiers résultats qui étaient mauvais, donc en fait on n'a jamais été dans un... Donc avec Nalo, ça n'a jamais été de rentrer un peu en communication avec lui, alors que là on a commencé très tôt et tout de suite elle a réagi, et donc là c'est une petite fille, et donc c'est une histoire qui est complètement différente, et en ce qui me concerne, je me sens beaucoup plus prêt, quoi, en quelque sorte, à sa venue, quoi. Et j'imagine pas que ça puisse être autrement, quoi. Ouais. L'importance d'avoir quelqu'un de référent. Il faut un référent. Quand les parents, quand tout s'écroule sous eux, là, il faut quelqu'un qui les rattrape et qui soit avec eux. Et qui les accompagne et qu'on ne les passe pas de personne en personne. Il y a besoin d'un guide, quoi. Ça, c'est important. Ça sera toujours difficile. Ça sera toujours difficile pour des parents que de vivre cette situation, mais je pense qu'on peut les aider avant de mettre en place tout un protocole médical, tout un protocole administratif. Je pense qu'on peut juste les aider en prenant 5 minutes et en leur disant en leur expliquant ce qu'ils sont en train de vivre, et leur dire qu'ils ne sont pas les seuls, que c'est pas une fatalité en soi, et garder toujours ce côté humain. Le fait d'avoir pu faire tout ça et qu'au final ça se soit passé comme on a souhaité, je pense que c'est ça aussi qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, quoi. Donc voilà, je voulais dire que ça sert pas à rien. Ça sert pas en fait juste sur le moment de faire en sorte que ça se passe bien, du mieux possible en tout cas. Mais ça a des répercussions, je pense, vraiment pour tout le reste, pour le futur. Et du coup, voilà, j'encourage les gens qui travaillent avec les personnes à poursuivre leurs efforts, parce que je sais qu'il y a déjà des choses qui sont faites, et la preuve, cette formation, c'est tout ce qui est organisé là. Et voilà, je voulais vraiment encourager les gens à poursuivre pour essayer de faire au mieux, parce que c'est pas juste un moment, c'est pas juste les 2 jours à la clinique qui se jouent,
c'est l'avenir d'une famille aussi. En tout cas, pour ma part, je suis presque devenu père pendant toute l'année qui a suivi, quoi. Et jusqu'au moment où on a répandu ses cendres le jour de ses 1 an. Et je pense que ouais, pour moi, c'est presque... Bah, c'est pas un livre qui se referme, mais c'est une page qui se tourne, quoi. Et depuis, enfin, voilà, je peux en parler absolument librement de son prénom, de son truc. Voilà, c'est mon premier enfant. Et oui, je l'ai jamais eu vivant dans mes bras, mais je l'ai eu quand même dans mes bras, je l'ai vu. Et puis je pense à lui, et puis ouais, voilà, je sais où ses cendres sont répandues. Enfin, il est présent, quoi. C'est la première fois qu'on en parle ouvertement. On n'en a pas parlé. On n'a même pas parlé à mes parents, enfin comme ça. Non, on n'en a pas parlé autant à à personne. Ouais. Alors après, je pense que c'est l'aspect de notre personnalité qui veut ça, mais on avait besoin de se renfermer. C'est ça. Et aujourd'hui, on a besoin de crier à la terre entière que tout va bien et qu'on est heureux. Et aujourd'hui, j'attends avec impatience qu'il me donne des coups de pied. En tout cas, je tenais à saluer le courage des personnes qui ont témoigné. Des témoignages authentiques et extrêmement touchants. Donc, voilà, bravo. Voilà, donc le but, c'est qu'on puisse échanger maintenant voilà, sur vos réactions. Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça fait écho à des situations que vous avez peut-être déjà rencontrées en tant que professionnel? Est-ce que voilà, ça génère des questionnements Alors, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout, en fonction des personnes qui témoignent, c'est que finalement, elles ont un vécu extrêmement différent de l'accompagnement qui a pu être fait. Alors, plus ou moins bienveillant d'ailleurs, et on se rend compte que finalement les gens qu'elles rencontrent sur leur parcours est extrêmement important. C'est pas pour mettre la pression aux soignants, mais malgré tout, finalement, le choix des mots, la manière dont on l'annonce, les choses vont être annoncées, le temps qu'on va prendre aussi avec le couple, etc. Enfin, tout ça a son importance. Et je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle des professionnels de santé dans ces situations. Si quelqu'un souhaite réagir ou partager. Tout le monde est encore sous le coup de l'émotion. Et ouais, nous aussi. Non, c'est toujours aussi touchant, même si on connaît les histoires. Finalement. Donc je continue. Je vais noter quelques trucs. Donc voilà. Ça vous laisse le temps de. Il y a un truc qui est quand même important. Enfin, Joël pourra le confirmer, mais c'est vrai que quand on reçoit les gens qui viennent d'apprendre, par exemple, c'est surtout dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse, où les gens viennent d'apprendre, cet enfant ne pourra pas être viable et on va devoir interrompre la grossesse. Et la première réaction des parents, c'est de dire mais c'est cruel ce que vous nous faites. Pourquoi on nous demande d'attendre une semaine finalement avant de déclencher l'accouchement?
au début, c'est extrêmement, de manière spontanée. Les gens réagissent et disent mais moi je veux que ça se passe tout de suite. Je veux qu'on m'enlève ce bébé. Et ça, c'est souvent repris en entretien. Et on sait en fait à quel point ce temps d'une semaine environ, enfin, c'est pas une semaine pile poil, mais est extrêmement important finalement dans le cheminement des parents et dans ce temps passé avec l'enfant, où finalement après une semaine, quand ils reviennent pour l'IMG, ils nous disent en fait cette semaine elle a été difficile, certes, mais elle a été extrêmement importante. J'ai pu parler à mon bébé. J'ai pu ressentir ses coups, et les gens cheminent aussi. Enfin, je pense que, si tu souhaites rajouter quelque chose, Joël. Ah, je termine. Bon, enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que ce temps est vraiment précieux, même s'il peut paraître au départ impossible à vivre. Mais finalement, il est extrêmement important. C'est vraiment un temps important parce que souvent, ce que je dis aux mamans et aux couples, c'est que vous n'allez pas moins souffrir parce qu'on va enlever la grossesse, on va faire naître le bébé tout de suite. Et au début, il faut vraiment le verbaliser parce que c'est incompréhensible dans l'état de choc dans lequel sont les gens. Je parle de l'interruption médicale de grossesse, pas la mort fétale où souvent il faut faire l'accouchement plus rapidement. Et le niveau de souffrance va pas être plus faible parce qu'on va accoucher rapidement. Et au contraire, c'est encore pire parce que les gens ne sont pas prêts. Et nous, là où on veut les amener, c'est à être parents. C'est ce qui ressort de manière très très forte dans les témoignages. C'est que même à 16 semaines, ce jeune couple qui a perdu des jumeaux, même quel que soit le terme, c'est même si vous ne ramenez pas le bébé rose à la maison, vous allez être parent d'une certaine façon. Et c'est à cette chose-là où on veut vous amener. Et donc là, il faut du temps. Alors après, c'est pas une semaine gravée dans le marbre, bien sûr, mais le temps de la réflexion. Après, l'urgence psychologique, qui est l'annonce. Et c'est ce qui est très bien expliqué aussi par Marie dans le film. C'est le doute sur une anomalie est une urgence psychologique où il faut voir les gens dans les 48 heures maximum. Parce que on fait des tours de machine à laver après, comme tu dis. On va sur Internet, on lit plein de bêtises et des choses qui font très très peur. Et il faut voir les gens tout de suite. Et il faut voir les gens le soir, en dernière consultation, pour pouvoir passer 1 heure, 1 heure et demie, même des fois plusieurs soirs de suite, pour arriver à ça. Et pour baisser le seuil d'anxiété, de souffrance, et pouvoir préparer l'arrivée de cet enfant dans les jours, parfois les semaines, parce que de temps en temps, il faut attendre des examens, c'est long, ça part en métropole, il y a toute une biologie qui est compliquée, et tout ce timing, il faut se voir beaucoup, et le temps s'arrête. Et pour que le temps s'arrête, il faut voir les gens en dernière consultation le soir, où on n'a personne derrière, il n'y a pas de dame avec des gros ventres dans la salle d'attente. Enfin, il y a tout un concept qu'il faut avoir. Mais effectivement, pour revenir sur la première thématique, c'est que il ne faut pas faire accoucher les femmes en urgence. Voilà. Sauf si la santé de la mère est en danger, ce qui est très rare aujourd'hui. Mais il faut arriver à ralentir la machine de enlevez-moi ce truc tout de suite, qui me fait terriblement souffrir. Et en fait, il faut préparer l'arrivée de l'enfant, et il faut au moins 1 semaine. Vas-y, Nathalie. J'ai amorcé la pompe, c'est bon. C'est bon. On peut toujours compter sur toi, Joël. Non, après moi j'interviens dans le cadre du service de néonatologie, donc je prends en charge bien sûr des nouveau-nés vivants, et on est amené à bien sûr avoir des décès dans ces circonstances-là. Et effectivement, donc dans notre travail, à peu près dans 8 cas sur 10, le décès survient alors qu'on est déjà dans le cadre d'une limitation active des thérapeutiques. Donc dans le cadre vraiment. On a fait un diagnostic, on a évalué la situation, on sait que le pronostic est mauvais, l'équipe médicale s'est positionnée pour limiter les thérapeutiques. À partir de là, c'est vraiment extrêmement important de gérer le temps, parce qu'en fait, il n'y a aucune urgence à arrêter effectivement les soins et passer l'annonce, qui effectivement doit être claire
Ça, c'est certain. Il faut laisser un espace, du temps aux gens pour pouvoir leur permettre de passer la sidération vraiment qu'il y a après l'annonce et avoir du temps pour penser ce qu'ils veulent faire, comment ils voudraient vivre les choses en fait. Dans la mesure où on peut apporter ce temps, des fois on n'a pas le choix, les choses se passent malgré nous, mais on voit vraiment que et des fois, c'est vrai qu'on lutte un peu contre la machine. C'est exactement ce que raconte Joël. Parce que les gens ont envie que ça se passe très vite, parce que c'est insupportable, c'est très très difficile à vivre. Et en fait, en leur disant non, mais là, réfléchissons. Peut-être qu'il y a des personnes que vous voudriez intégrer dans le processus. Peut-être que vous auriez envie de faire des choses. Mais ça vient pas tout de suite. Il faut vraiment laisser de l'espace aux gens pour pouvoir penser et être actifs après dans l'accompagnement de leur bébé. Pouvoir passer cette phase. Voilà, donc c'est vraiment important. Voilà. Et c'est vrai que oui, après, alors l'annonce, c'est sûr que c'est des situations. Voilà, moi, mon principe, c'est ce qu'on a annoncé qui est dur, quoi. Et finalement, l'enjeu, il n'est pas dans la façon dont, etc. Enfin, les gens souvent, ils ont besoin d'avoir une réponse claire. Et moi, je leur demande déjà qu'est-ce que vous voulez savoir. Voilà, c'est grave, c'est pas grave, il va mourir, il va pas mourir. Enfin voilà, il faut d'emblée apporter une réponse la plus claire possible sur l'enjeu principal du problème. Et une fois qu'on a apporté cette réponse sur l'enjeu principal, on peut rentrer dans les détails, etc. Mais c'est vrai que si on essaye trop de passer non, les gens, ils ont besoin vraiment que ce soit clair. Voilà, c'est déjà tellement compliqué tout ça, et il faut qu'on arrive à vraiment apporter le plus de précision, d'être direct. Et la violence, elle est finalement dans le diagnostic qu'on donne, elle n'est pas dans la façon dont on le dit de toute façon. Donc il ne faut pas hésiter à être clair, oui, non. Bon, et dans ma situation, puisque nous on est amené à prendre en charge des enfants pour lesquels on n'a pas, des fois on ne sait pas, donc il faut clairement le dire. Et nous aussi on a besoin d'espace pour réfléchir, pour trouver le diagnostic, et il faut clairement dire les choses. Voilà, c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Voilà. Merci. Donc je suis médecin généraliste. J'ai eu quelques mois, j'ai reçu une jeune femme qui débutait une grossesse. Or, j'avais la chance d'avoir commencé à travailler avec Estelle sur ce projet de soirée. Et en l'occurrence, d'avoir appris l'existence de votre association, que je ne connaissais pas avant. La jeune femme que j'ai rencontrée, en fait, avait vécu une grossesse précédente avec une mort in utero. Et visiblement, c'était pas encore pleinement, le deuil n'était pas fait. Et quand j'ai un peu questionné, elle n'avait pas été vraiment accompagnée. Et en fait, c'était très difficile puisqu'elle débutait une grossesse et que je voyais que cette grossesse commençait pas très bien avec une maman qui n'avait pas été encore, qui n'avait pas accepté le deuil, qui n'avait pas fini son deuil. Donc j'ai eu la chance de pouvoir joindre Estelle. Je ne sais pas la suite de l'histoire parce que il se trouve que j'ai pas revu la maman. Mais en tout cas, je pense que c'était à ce moment-là très bienvenu. Et c'était assez angoissant pour moi de me dire que cette maman pouvait rester seule comme ça, que cette famille allait continuer à vivre avec un deuil pas fait, et qu'un enfant à venir qui devait être vécu comme quelque chose de très joyeux commençait déjà avec beaucoup de tristesse, puisque c'était ce qui était tout à fait formulé par cette maman. Donc voilà. Donc je pense que oui, c'est bien qu'on soit informé de l'existence de votre association. Après, moi j'avais une question un petit peu en tant que médecin généraliste. On sera souvent vu en deuxième temps, comme le disent les témoignages, plus ou moins proche de l'annonce, de la première annonce, ou des questionnements qui se posent. Donc est-ce que par votre association, on a le réseau des psychologues qui peuvent aider si on considère qu'il faut rapidement accompagner les parents sur ce plan-là? Est-ce que dans les structures privées, publiques, on a accès à ce type de personnel facilement? Notre problème, le plus souvent, c'est d'avoir des interlocuteurs, des rendez-vous. Donc, quel est le plus facile pour nous à gérer pour avoir un accès comme ça, des réponses à donner aux parents, des aides à proposer? Si, oui. En fait, il y a plusieurs possibilités. Il peut y avoir, il y a une psychologue qui travaille donc à mi-temps au sein de l'hôpital.
Donc si c'est une prise en charge sur l'hôpital qui peut être reçue par la psychologue de l'hôpital, voilà, qui est la même qui travaille à la clinique. Hein. Voilà. Et après, on a moi ou d'autres collègues en libéral, voilà, on reçoit les personnes. Alors tout dépend après de la possibilité aussi de pouvoir payer la consultation ou pas. Donc si c'est pas le cas, je pense que c'est mieux d'orienter. Si c'est en fonction du gynécologue, des personnes qui la suivent, si c'est l'hôpital ou la clinique, et de pouvoir l'orienter vers la psychologue de la structure, ou après, du coup, en consultation libérale. Après, juste, un psychologue de secteur, c'est surtout les psychologues tous les psychologues ne prennent pas forcément en charge ces problématiques-là. En fait, tout le monde n'est pas très à l'aise avec le deuil périnatal non plus, donc on n'est que quelques-unes à travailler, à prendre en charge les couples. Après, il faut savoir, quand moi je travaillais à l'hôpital, on avait créé des groupes de parole sur le deuil périnatal, et je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler aussi en collectif, de pouvoir partager les expériences des uns et des autres. Je pense que le collectif, c'est vraiment... Puis après, les gens créent du lien, parce que finalement, ce qui compte, c'est le lien. Je pense que ce qui est dit dans les témoignages, c'est que, comme Marie le dit, c'est le fil conducteur, le guide. Et je pense que ça, c'est extrêmement important dans ces situations-là de chaos, où finalement on se raccroche à une personne. Et je pense que le lien, il est primordial, et ça peut être le lien avec un thérapeute, le lien avec le médecin, mais c'est de faire du lien. De faire du lien avec l'association et le groupe de parole qu'on souhaite remettre en place, de manière régulière. C'est aussi une manière de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont passées par là, qui ont vécu, de partager l'expérience, les expériences de chacun et chacune. Et je sais que c'était, Marie et Alizé y ont participé. Je pense que le collectif, c'est aussi très important. Pour les gens aussi qui ont du mal à verbaliser en individuel, parce que c'est pas toujours facile non plus. Voilà. Juste pour répondre à ta question, peut-être le plus simple, c'est d'appeler dans les maternités, que ce soit au CHT ou que ce soit à la clinique, parce que toutes ces femmes sont prises en charge dans les maternités, même sur des toutes petites grossesses. Donc elles peuvent te donner les contacts des gens avec qui on travaille, qui sont effectivement peut-être plus rodés au discours et à l'accompagnement des couples. Oui. Mais pour avoir ouais. Oui. Mais pour avoir les contacts en fait avec les professionnels qui peuvent voir les gens. Par rapport à l'association, du coup, nous, on est aussi en contact avec tous ces professionnels qui sont vraiment, on va dire, spécialisés sur le deuil périnatal. Il y en a déjà pas mal autour de nous, mais il y en a d'autres encore. Et du coup, c'est possible de faire appel à nous pour plusieurs raisons, en fait. Mais on peut aussi centraliser ces demandes-là. Ça a été le cas déjà avec la clinique qui m'avait contacté une fois parce que c'était un moment où on avait justement fait un gros travail sur toutes les démarches administratives et juridiques. Et il y avait un couple de parents où il y avait finalement des difficultés. Ils avaient un chemin un petit peu particulier dans la reconnaissance. Ils voulaient donner des obsèques, mais pas reconnaître, mais... Bref, ils n'en étaient pas là et du coup, en fait, il y avait eu du lien où finalement, nous, on est entrés en contact avec ses parents et ça avait permis d'apporter un soutien qui soit pas médical. Et c'était autre chose, du coup, c'était un soutien de la société civile, des parents qui ont vécu la même chose. Donc, on avait autre chose à apporter, donc ça peut être pour ça. Ça peut être par rapport aux professionnels. Nous, du coup, on a tout un listing de personnes avec qui on travaille, qui ont suivi les formations sur le deuil périnatal, qui ont le DU psychopérinatalité, qui travaillent particulièrement sur cette thématique. Et après, on a aussi fait un travail
un peu d'identification des approches de soutien complémentaires au soutien psychologique. Parce que pour des parents qui auraient du mal à aller voir un psychologue, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu des groupes de parole, qu'on travaille et qu'on va proposer des ateliers bien-être. Mais voilà, il y a différentes choses. Et Marie, on ne le voit pas là parce que c'est pas cet extrait qu'on a montré, mais par exemple, elle parle de la sophrologie ou d'autres approches qui peuvent être aidantes pour les parents. Et donc nous, on a fait ce travail-là aussi où on a recensé un petit peu les différentes approches qui pouvaient être proposées ici pour accompagner les parents. Donc en fonction de la demande, il y a possibilité, on travaille bien justement avec les maternités de contacter soit l'un, soit l'autre. Et voilà, Sandrine. Oui, par rapport au réseau périnatal, justement, ça peut être aussi une aide au niveau des médecins traitants. Malheureusement, depuis 12-13 ans qu'on existe, il y a assez peu de médecins traitants qui travaillent avec nous. Je pense que c'est faute d'avoir communiqué autour de ce réseau de santé et qui peut aussi guider tant pour les formations, j'en parlerai tout à l'heure, mais aussi on a un réseau, donc justement autant que ça serve. Faut pas hésiter aussi à nous joindre pour que moi aussi, en tant que coordinatrice, je puisse vous aiguiller. Et justement, cette soirée peut servir pour les médecins traitants qui sont encore assez peu nombreux à justement et se former et pouvoir connaître le réseau autour de la prise en charge du deuil périnatal. C'était pour rebondir sur la patiente de Marie-Laure. Pour le coup, Joël, je voulais te poser une question. Du coup, le suivi de ces grossesses après un événement comme une mort fétale in utero, donc du coup, il y a un suivi particulier. Tu proposes... C'est en fonction de ce qui s'est passé et sur le plan médical. Est-ce qu'on a trouvé une cause qu'il va falloir rechercher pour une deuxième grossesse, etc. Mais après, le message pour moi, c'est de voir les gens plus souvent. Voilà. Comme les dames qui font des fausses couches à répétition, on les voit toutes les semaines jusqu'à qu'elles passent le cap. Il y a plus de consultations et à un moment, les gens, on passe des caps et psychologiquement, ils sont plus forts et ils ont moins besoin de nous. Mais globalement, c'est multiplier les consultations, mettre une sage-femme libérale à domicile s'il y a besoin, et souvent il y a besoin, pour faire du lien. Le plus important, c'est ça, je crois, c'est le lien, et ça ressort aussi dans les témoignages, c'est l'espèce de maillage de professionnels bienveillants, j'insiste sur le mot bienveillant, c'est vraiment essentiel, qui tiennent la main de ces couples. Et en fait, on les accompagne. Moi, j'aime bien l'image de la bouée. On quitte la bouée, on quitte une bouée, on a un petit trajet à faire, mais on voit déjà la bouée d'après. Et en fait, les professionnels de santé, que ce soit les médecins traitants, et on le voit dans le témoignage de Marie, où à un moment, il y a plusieurs fois, le médecin traitant est essentiel pour attendre le rendez-vous du spécialiste, ou rassurer, ou expliquer, etc. C'est les sages-femmes, c'est les gynécos, c'est les psychologues, c'est les gens des associations. C'est tout ce maillage de gens bienveillants autour des couples pour qu'ils tiennent. Et c'est ce qui ressort. Si on les lâche, ils perdent pied, il n'y a plus le lien, il n'y a plus le contact. Et c'est là où psychologiquement, ça commence à déraper. Donc c'est multiplié. On multiplie les intervenants et le nombre de consultations pour tenir les 9 mois, parce qu'au final, ça dure que 9 mois. C'est pas toute la vie, quoi. Mais ça a des impacts sur toute la vie après. Donc, Bonsoir, Hélène David, je suis pédiatre en libéral. Le sujet me touche beaucoup parce qu'au cabinet, je vois beaucoup de mamans, donc j'interroge sur les grossesses précédentes, le passé. Et en fait, j'ai pu remarquer dans mon travail, en tant que pédiatre et aussi en tant qu'hypnothérapeute, parce que je vois pas mal de femmes enceintes pendant leur grossesse, que ce qui fait beaucoup de bien aux mamans, c'est de pouvoir garder un lien affectif, émotionnel avec le bébé, quoi qu'il se passe, et même si le bébé est voué à mourir, soit au moment de sa naissance, soit après une UMG. Et en fait, j'ai pu remarquer que les mamans qui mettaient beaucoup de temps à s'en remettre, c'est des mamans qui se coupaient de leur bébé au moment où il y avait l'annonce, au moment de l'écho d'une anomalie, de quelque chose qui se passait mal, et que la réaction première de la maman et du papa, et j'ai trouvé le témoignage du papa qu'on voyait qui disait finalement le bébé, mon petit garçon, il est présent.
j'ai trouvé ça magnifique parce que finalement, au-delà de la mort ou de la vie, c'est le contact affectif, émotionnel avec ce bébé qui est important. Et je pense qu'il y a des techniques qui existent, qui sont connues, qui sont disponibles, qui pourraient être présentées aux mamans qui vivent ces choses difficiles dans la semaine ou dans les 2 semaines qu'on leur laisse avant l'interruption de grossesse pour rentrer en contact émotionnel avec le bébé. Il y a l'aptonomie, il y a des gens ici qui font de l'aptonomie, il y a l'hypnose, enfin il y a des techniques qui permettent de rester en lien avec ce bébé et de pouvoir commencer à faire le deuil et à rester avec lui et même être avec lui au moment de l'acte. Et dans ton témoignage où tu disais que du coup tu n'as même pas vécu ce moment parce que c'est tellement difficile, il faut, et peut-être que ça t'aurait aidé si à ce moment-là tu avais eu cet accompagnement-là, mais je pense que ça demande de l'aide et c'est tellement difficile de rester en lien dans un moment comme ça difficile que dans un laps de temps très court d'1 semaine ou de 2 semaines, si on n'a pas la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vient nous aider là-dessus, on fait ça, la technique de survie, on se retire, comme les mamans qui vivent une césarienne en urgence code rouge, elles sont pas là au moment de l'accouchement, elles sont ailleurs, elles sont plus en lien avec le bébé. Et en tant que pédiatre, quand je vois ces bébés, ceux qui naissent par exemple en code rouge, on voit ce qui s'est passé, qu'il y a eu un moment où le bébé était tout seul, lâché, et peut-être que ces bébés-là qui finissent leur vie par une IMG, peut-être qu'on pourrait leur offrir autre chose en les accompagnant jusqu'au bout, en aidant les parents à les accompagner jusqu'au bout sur la dernière semaine de vie et puis sur l'acte en lui-même de l'IMG. Voilà. Allô? Oui, ça, juste, effectivement, c'est très, je trouve très juste et pas forcément mis ce sens-là, en fait. Mais effectivement, dans le témoignage du papa, qui est mon conjoint, il le dit, il y a eu un thérapeute qui est venu nous voir juste avant et c'est ça qui a permis justement, comme il disait, moi je voulais passer à autre chose, je voulais même pas le voir. Et en fait, c'est vraiment ce lien-là qui a permis, effectivement, aussi on a fait de l'autonomie à ce moment-là pour lui dire au revoir. Et c'est effectivement ça qu'on garde en fait. Et quand on nous dit « ça devait être l'horreur », ça l'était pas. Ça l'était pas, c'était une naissance, c'était une belle naissance et c'était un moment justement d'amour. Et c'est ça qui, finalement, c'est ça qu'on garde et c'est ça qui permet de surmonter tout le reste. Parce que du coup, il y a quelque chose de grand et de beau à côté de la douleur et de l'absence. Il y a d'autres acteurs en fait dans tout ça aussi parce qu'il y a la famille et c'est vrai que très régulièrement je suis amenée à recevoir des membres de la famille qui justement n'importe quel lien ou des amis proches mais qui ont cette réaction de vouloir mettre de la distance en pensant que les parents il faut les protéger de ce qui se passe. Il faut surtout pas qu'ils s'investissent, qu'ils soient qu'ils voient pas, qu'il n'y ait pas de contact. Enfin, il y a quand même, en particulier dans certaines communautés, cette réaction comme ça de vouloir, de penser qu'en mettant de la distance, on se protège. Et dans ce cas-là, il faut pas hésiter à recevoir l'entourage. Donc moi, je le fais très régulièrement. Ça m'arrive de recevoir 15 personnes dans une salle de réunion pour expliquer tout ça. Voilà. Et je pense que là, vous aussi, médecin traitant, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des appels de médecins traitants qui avaient une grand-mère dans le cabinet perdue, qui avait besoin de parler, etc. Et je pense que vous pouvez être amené aussi à rencontrer des membres de la famille et de les conseiller vraiment. Il faut que les parents puissent être soutenus pour s'écouter et faire ce dont ils ont besoin, quoi. Voilà, et qu'il n'y ait pas de gens qui essayent de mettre de la distance ou voilà. C'est vraiment ce qui est dit dans les témoignages. C'est avoir pu choisir, avoir eu le temps de penser, de choisir. Et surtout, ce qu'on retient quand même, c'est que finalement, avoir pu partager des moments avec le bébé, ça reste quand même extrêmement précieux. Voilà. Et donc, moi, j'hésite pas à recevoir vraiment la famille quand je sens qu'il y a des grosses résistances et que les parents savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Voilà. Ça, c'est tout le travail de Françoise Molena, qui a été à Montpellier. Qui a révolutionné vraiment la périnate au début des années 80, où on part de cette monstruosité de parents, où moi, parent, je vais décider à la lumière de ce que le médecin
m'a expliqué que cet enfant ne va pas vivre. C'est les choses les plus monstrueuses qui puissent arriver à un être humain, on est d'accord. Et on passe d'une ancienne époque où il fallait pas voir le bébé, il fallait endormez-moi, faites-moi la césarienne, je veux rien voir. Ça a été comme ça pendant des décennies, on le sait tous. Et tout d'un coup, on fait cheminer les gens pour effectivement, oui, il faut traverser ça, et en même temps, il faut voir le bébé, il faut l'accueillir, il faut l'habiller, il faut le coiffer. Et on l'accueille et il va dans les bras, parce que c'est ça l'accouchement, c'est le passage bras des parents, ce que dit très bien Gwen dans son témoignage. J'avais mon enfant mort dans les bras et j'étais papa. Voilà. Et ça, c'est quand même une vraie révolution. Aujourd'hui, on commence à le faire en routine, entre guillemets, mais il y a 30 ou 40 ans, ça ne se passait absolument pas comme ça. Et les couples ne cicatrisaient jamais de ces épreuves. Ils n'avaient souvent pas vu leur enfant. Donc, comment on construit une parentalité avec les fratries derrière, comme ça, quoi. Ça a vraiment beaucoup, beaucoup changé dans le bon sens. Je vais juste rebondir sur ce que disait Joël pour vous raconter ce que moi j'ai vécu, pour le coup, qui ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'on a beaucoup parlé des IMG. Voilà, dans le cas d'une mort fétale, moi j'ai appris le soir même que ma fille était morte. J'ai perdu beaucoup de sang à la maison, je suis allée aux urgences, ils m'ont dit que le cœur ne battait plus. Donc je n'ai eu aucun temps entre l'annonce et j'ai accouché le lendemain matin à 8h du matin parce que ma vie en dépendait. J'ai eu aussi ce sentiment tout de suite quand on m'a dit le cœur bat plus, vous allez accoucher. Et là je me suis dit comment ça je vais accoucher? Qu'est-ce qu'on me dit? Je sais pas faire. Et je pense que jusqu'à l'accouchement, j'ai toutes les heures peut-être dit aux sages-femmes je sais pas faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas faire. Et pareil, on m'a dit est-ce que vous aviez préparé des vêtements pour la naissance? Est-ce que vous avez acheté des vêtements et tout? Et là, c'est pareil. De nouveau, je me suis dit comment ça, on va l'habiller? Elle va être trop petite. À quoi elle va ressembler? Enfin, dans ma tête, je comprenais absolument rien. Je me disais oui, j'ai des pyjamas, mais c'est taille naissance, ça va être trop grand, ça va pas aller. Enfin voilà. Donc voilà, on a réussi dans ce laps de temps très court à régler comme on a pu toutes ces étapes. Mais du coup, je voulais parler du coup de l'autonomie, tout ça. Donc voilà, je trouve que c'est parfait. Enfin, c'est une excellente idée. Je me dis que même dans les situations d'urgence, si j'avais pu avoir ça, je pense que ça m'aurait très certainement aidé aussi. Après, dans mes grossesses précédentes, je suis retombée enceinte très rapidement. 3 mois après, j'étais de nouveau enceinte. On l'a entendu dans les vidéos. En fait, j'avais pareil comme Marie, ce besoin de donner la vie en fait et de pas donner la mort. Et ma deuxième grossesse a été extrêmement suivie, pas médicaments parce qu'il y avait un problème, tout allait bien. Mais moi, par contre, il fallait que je sois chez un médecin tous les 10 jours. Au bout d'une semaine, je commençais à devenir un peu par jour. et il fallait vraiment que je sois aidée. Donc j'ai vu ma sage-femme très souvent. J'étais à l'hôpital, la maternité très souvent. Enfin voilà, je voyais des professionnels de santé, je pense, toutes les semaines. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ma deuxième fille. Et mon petit garçon, 3e grossesse, donc, à 4 mois, de nouveau saignement. Et là, je me suis dit, non, ça recommence, c'est pas possible. Ça, je vais pas y arriver. Et là, du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis pas dirigée vers des médecines comme l'autonomie. Enfin, je pense que ça aurait été bien parce que je me suis littéralement coupée de ma grossesse. J'étais alitée au Medipôle pendant presque 5 semaines et il est né à 32 semaines en néonate. Et j'ai fait une grosse dépression postpartum après la naissance parce que je voulais absolument pas revivre la même chose que ma première grossesse, parce que j'avais eu tellement peur de le perdre lui aussi que ça a été, j'ai eu beaucoup de mal à
à avoir un lien maternel avec mon petit garçon. C'est aujourd'hui réglé. mais il m'a fallu passer par beaucoup d'étapes et chercher beaucoup de soutien. Et être la présidente de l'association m'a beaucoup aidée aussi. Donc voilà, c'était juste pour essayer de... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de non-dits. Et le non-dit, il est extrêmement difficile à vivre. Alors, il est difficile à vivre pour les personnes, mais je pense qu'aussi, il y a un bagage transgénérationnel. C'est-à-dire qu'après, c'est des choses aussi on se rend compte quand on essaye un petit peu d'approfondir dans les histoires de vie, les antécédents, les parents, les grands-parents, et qu'en fait, lors des morts in utero ou des difficultés liées à la grossesse, que finalement, vos parents, vos grands-parents, est-ce qu'il y a eu des soucis pendant les grossesses, etc. Et en général, ils savent pas répondre tout de suite parce que c'est pas forcément parlé. Et alors certains n'osent même pas poser la question, mais quand c'est questionné, des fois ils apprennent des choses et ça a du sens aussi. Enfin, je pense que c'est important aussi d'aller questionner les parents, les grands-parents sur leur propre grossesse, parce que je pense que ça a un impact sur la grossesse actuelle. Et c'est vrai qu'en fonction des cultures, c'est pas du tout. Mais beaucoup, je pense que les gens souffrent énormément. Au début, il va y avoir une famille très présente les jours qui suivent. Alors soit les funérailles et très vite on se rend compte que les gens sont souvent bien isolés et il faut tout de suite plus parler du bébé. C'est même on prononce même plus le prénom. Il faut plus en parler. Il n'existe plus. Enfin, je pense qu'elle disait tu peux témoigner. Enfin, je pense que c'est vraiment. Il y a des gens qui ont besoin de faire vivre cet enfant. Alors d'une manière ou d'une autre, chacun trouve sa technique et ça peut être extrêmement mal perçu par l'entourage. Finalement, est-ce que je fais un faire-part de décès, un faire-part de naissance, décès? Enfin, est-ce que j'ai le droit d'afficher des photos chez moi de ce bébé? Est-ce que je peux en parler? Et les gens sont très très mal à l'aise, extrêmement mal à l'aise. Alors ils trouvent ça malsain, ils trouvent ça, mais parce que finalement les gens sont gênés avec eux-mêmes. Et je pense que toutes les réflexions maladroites que les gens peuvent entendre, c'est une manière de se rassurer soi-même. Enfin, c'est pas du tout rassurant pour l'autre, c'est pour se rassurer soi-même, et parce que les gens sont pas à l'aise avec la mort de toute façon, et la mort d'un enfant encore moins, parce que c'est vraiment pas, c'est contre nature. Et ça, c'est dramatique pour les parents, d'avoir cette sensation, même au sein du couple parfois, des déséquilibres énormes où finalement, mon mari, j'ai l'impression qu'il est passé à autre chose, j'arrive plus à lui en parler. J'ai l'impression que ça n'a jamais existé, je sais plus comment faire. Et d'ailleurs, des fois, c'est dramatique pour le couple, mais il y a le couple et puis il y a la famille. Et c'est une réelle souffrance que d'être seul. Déjà, je pense qu'on est de toute façon seul face à son deuil, mais encore plus quand c'est pas parlé, quoi. Tout l'enjeu de se faire connaître pour que les parents puissent, et puis surtout se faire connaître, pas juste savoir qu'il y a une association, mais savoir ce que les gens ils vont trouver dans cette association et pourquoi ils pourraient les contacter. Moi, je sais que je les avais contactés pour une demande très précise pour avoir le contact, parce que j'avais vu qu'Alizée avait retouché une photo de son bébé et du coup pouvait partager la photo, parce que les photos originales, c'est un peu difficile parfois quand même. Et du coup, je les avais contactés la première fois pour ça. Mais les contacter pour les contacter, j'aurais pas pu. Et donc, c'est aussi bien de pouvoir dire, si vous pouvez leur poser telle question ou aller voir pour telle chose ou pour un atelier ou pour... là, c'est plus facile des fois. Si on n'arrive pas forcément à aller... bonjour, j'ai mal, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ça, c'est un peu dur. Je voulais revenir par rapport aux différentes approches culturelles. Joël, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est vrai que par rapport à la question de l'IMG, quand même, il y a quand même des particularités d'approche. Alors, on ne fait pas de généralité, on peut tout voir dans les couples, mais c'est vrai que en tout cas, on est amené
assez régulièrement, que ce soit dans la population mélanésienne ou polynésienne, à avoir des gens pour qui l'IMG n'a pas vraiment de sens et qui n'arrivent pas à se projeter du tout sur la réalité du diagnostic ou le fait que la situation puisse changer un peu miraculeusement. Enfin voilà, en tout cas l'enfant, voilà, on va dire qu'il n'est pas fini, quoi, hein, donc il n'est pas né à terme, hein, pour certaines personnes bien sûr. Hein. Et c'est vrai que du coup, dans ce cadre-là, on est amené à faire des projets d'accompagnement palliatif. Dès la période prénatale, hein, pour certaines malformations majeures, hein, c'est-à-dire des gens qui souhaitent mener la grossesse à terme, accueillir cet enfant vivant, et pour lequel on sait qu'il n'y aura pas de thérapeutique cherchant à prolonger la vie. Voilà. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui existe. Hein, voilà. Depuis 3 ans, on a pris en charge 6 enfants comme ça. Hein, essentiellement, le plus fréquemment, c'est des malformations cardiaques majeures. Voilà. Donc ça existe aussi, hein, comme chemin. Voilà. Et c'est vrai que par rapport, voilà, votre question, elle m'a fait penser à quelque chose. Je rebondis parce que la question de la fratrie, c'est vrai que on n'a pas du tout la même façon de gérer la fratrie, je pense, en fonction des différents groupes culturels. Et il y en a qui sont vraiment des familles pour lesquelles c'est évident qu'on va faire entrer des enfants de 2 ans, 1 an et demi, pour voir un bébé décédé dans le service. Enfin, voilà, il n'y a aucune... voilà, ça doit faire partie du processus. Hein, voilà, il n'y a pas de question. Et effectivement, quand on le fait, on se rend compte que des enfants, même très jeunes, hein, ils ne voient pas du tout la même chose que les adultes. Hein. Donc il ne faut pas forcément redouter des projections. Voilà, et je pense qu'il ne faut absolument pas fermer la porte à ça. Et on évolue petit à petit avec le temps. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, hein, que ce soit sur des images ou même présenter le corps du bébé, il ne faut pas forcément se fermer la porte à ça, parce que les enfants, en fonction de l'âge, ils ne voient pas les mêmes choses, mais des enfants très jeunes, ça peut être... ils ont besoin de vérification, les très jeunes enfants, 3 ans, 4 ans. Hein, c'est l'existence, c'est la réalité des choses. Il faut que ce soit palpable, hein, c'est exactement ce que tu racontes, Marie, et sinon ils sont perdus, quoi, hein, voilà, et souvent ils s'imaginent des choses pires que pire que ce qu'ils vont réellement voir, voilà. Donc c'est voilà. Il y a 3 niveaux de réflexion. Il y a le milieu éventuellement ethnique, c'est-à-dire l'éducation qu'on a pu avoir depuis la naissance, hein, c'est dans ce sens-là que je le dis. Après, il y a l'influence que peut avoir certaines églises. Et la 3e chose, après, c'est le niveau social. Parce que quand on a des moyens financiers limités, le suivi après aussi est des fois conditionné par ça. Pour revenir sur l'approche culturelle, il y a aussi le temps océanien qui n'est pas notre temps à nous, Européens, et souvent il faut faire le chemin, et c'est beaucoup plus long. Et ça fait partie des choses que j'ai appris moi ici, quand je suis arrivé il y a 10 ans en Calédonie, c'est voilà, que les couples mettent plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de prendre une décision. Donc, comme tu disais, l'enfant n'est pas fini. Il y a le poids évidemment de la religion chrétienne, hein, qui est aussi, notamment pour la communauté wallisienne, vraiment très très prégnant. Mais il y a toujours aussi le doute sur est-ce que le médecin se trompe pas, en fait, hein. Donc il y a toujours le bénéfice du doute, en fait. Et c'est souvent ces accompagnements post-naissance, on laisse quand même le bénéfice du doute, et puis on va constater vraiment l'état du bébé une fois qu'il sera né. C'est quelque chose qu'on voit quand même souvent, hein. Il n'y a pas tant de demandes d'interruption médicale que ça, hein. C'est plus de l'accompagnement. Il faut prendre le temps, voilà, du palabre avec les familles, du chemin, et le temps n'est vraiment pas le même, donc on s'adapte. Donc au niveau de la formation, on effectue des formations pratiquement chaque année depuis 2013 au niveau du réseau périnatal.
On en est maintenant à peu près 200 professionnels formés sur l'ensemble du territoire. Ces formations ont évolué au cours des dernières années. Elles sont animées depuis 2013 par le docteur Joël Roy, qui fait partie de l'équipe de l'AFRE de Montpellier de Françoise Molina. Et en fait, on a évolué en 2018-2017. Je l'avais marqué pourtant sur mon anti-sèche, mais où on a inclus, en fait, ces formations initialement étaient comme population cible, on avait des professionnels des secteurs médicaux, psycho et sociaux. Et en 2017, on a mis au sein de la formation, on a inclus les usagers. Et ça a tout changé. C'est-à-dire que là, il y avait des échanges entre les professionnels et avec les usagers, enfin ce qu'on appelle les usagers. Et en fait, nos échanges ont été vraiment particulièrement intenses. Je pense que pour vous, ça a peut-être changé aussi des choses, il me semble. Et pour nous, en tant que professionnels, en fait, pour les couples, pour les parents, ils se rendent compte que nous, c'est pas toujours facile non plus pour les professionnels qui vivent aussi les deuils. Et ça, je pense que c'était aussi peut-être une découverte ensemble. Enfin, on apprend à se connaître et à savoir ce qui fait du bien et ce qui fait pas de bien. Et donc, depuis 2017, on a mis en place cette formation, en plus des petits livrets qui ont été mis en place par un groupe de travail qui faisait partie du réseau avec Valérie. Valérie, du coup, tu peux nous parler du livret. Bon, ça, c'était un travail, on va dire, pluriprofessionnel, mais surtout à l'échelle du territoire, puisqu'il y avait l'hôpital, la clinique, sage-femme libérale. On a mis du temps, mais c'est un peu cette rencontre lors du DU de psychopérinatalité où on était tous ensemble là. Et on s'est dit, tiens, il faut qu'on travaille là-dessus parce que vraiment, il faut qu'on progresse et surtout qu'on imagine une prise en charge identique dans toutes les maternités. Du coup, c'était compliqué. Il y avait une loi qui était passée en métropole, mais qui n'est pas toujours appliquée ici parce que on a parlé de ces temps administratifs entre les 22 semaines, 500 grammes qui sont reconnus, on va dire, administrativement par la CAFAT. Mais la loi métropolitaine, elle dit qu'à partir du moment où l'enfant est sexué et formé, on considère que c'est un enfant qui est né sans vie. Donc ça peut être 15 semaines, 16 semaines. Du coup, pour les parents aussi, c'est 2 temps différents parce que il y a ce que l'administration autorise par rapport au congé maternité, parce que en dessous de 22 semaines, la maman n'a pas le droit au congé maternité, donc le médecin est obligé de faire un arrêt de travail. Il y a aussi, à partir du moment où cet enfant est né sans vie, pas d'allocation, on va dire, de naissance. Pareil sur le congé parental du père. Enfin, c'est quand même un combat administratif. Et peut-être effectivement, je pense que les gens sont pas en état aussi d'aller faire toutes ces démarches. Donc, laisse tomber. Mais c'est une non-reconnaissance aussi de cette grossesse. Donc, voilà pourquoi on avait un petit peu comme Joël Roy nous avait apporté ce travail qui avait été fait au niveau justement du réseau de Montpellier, Nîmes, où il y avait des livrets qui avaient été faits à l'attention des parents. Donc nous, on a mis 3 ans, je crois, Valérie, non ? À peu près, pour travailler, pour sortir ce fameux livret. Mais ça nous paraissait un outil important pour les parents, mais aussi pour les professionnels, parce que à des moments, peut-être quand on n'a pas, c'est pas on va dire des événements médicaux qu'on vit tous les jours aussi. Du coup, il faut toujours s'y replonger dedans. Quelle est la procédure ? Je vois à la clinique,
On a une petite procédure avec, on va dire, une petite checklist, mais c'est vrai que tous les professionnels doivent s'approprier, on va dire, ces prises en charge. Mais comme on ne fait pas ça tous les jours et que chaque cas est différent, c'est important d'avoir des outils et des supports, peut-être aussi pour guider l'accompagnement, des fois silencieux, de ne pas avoir des paroles aussi déplacées, malheureuses sans le vouloir, parce que des fois on ne sait pas quoi dire, mais on ne dit peut-être pas ce qu'il faut. Voilà. Et puis, comme un peu Nathalie le disait, on progresse dans nos prises en charge et effectivement, on arrive en salle de naissance à faire de beaux accompagnements avec du pot à pot, même pour des enfants qui sont en dessous de 22 semaines. Voilà. Et même si effectivement, des fois, les temps sont un peu trop rapides, dans le cas de mort fœtale, on va dire, pas d'interruption médicale de grossesse. Et les parents n'ont pas le temps de pouvoir répondre à toutes les questions. Est-ce que vous allez vous occuper des obsèques? Est-ce que vous voulez les voir? Est-ce qu'on fait des photos? Mais bon, quand on leur donne tous ces éléments, à un moment donné, ils arrivent à se décider et à évoluer assez rapidement. Et puis, à effectivement arriver à se forger des souvenirs avec justement tous ces temps qui sont forts. Et l'important dans une équipe, c'est que tout le monde puisse avoir sa place et maîtriser ses accompagnements. Parce que bon, ça c'est le plus d'une équipe en fait. C'est quand tout le monde peut le faire. Donc ces outils, il y avait aussi le carnet du souvenir, dans lequel effectivement il y a des beaux poèmes, on arrive à mettre les empreintes des enfants. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui reste pour les parents. On prend des photos, on les propose toujours. Donc effectivement, grâce au nid d'ange que l'association nous offre gracieusement pour les 2 maternités, ça nous permet de présenter les enfants parce qu'ils sont mieux tenus, on va dire, même s'il y a des vêtements qui sont prévus, ils sont mieux tenus dans ces petits nids d'anges. Et ça fait des photos, voilà, des photos jolies. On a appris aussi lors des ateliers de la formation, il y avait un atelier photo avec une photographe qui nous avait donné quelques notions aussi, c'est important. Et puis voilà, après tous les soutiens, effectivement, des professionnels, psychologues, sophrologues, aptonomistes, enfin, tous les gens qui peuvent intervenir sur le parcours de ces personnes sont les bienvenus. Voilà. Je ne sais pas si... Ah oui, pardon. Excusez. Si vous voulez faire un papier pour qu'on le mette dans le bulletin médical calédonien, hein, ça touche tous les professionnels de santé, ça peut être intéressant. Vous avez le temps, hein. Vous faites... On peut même faire un bulletin dédié. On peut même faire un bulletin. Oui, ce livret-là, il existe au format numérique. Donc l'idée, justement, c'est que ce soit un outil pour les professionnels, pour donner aux parents. Dedans, il y a, on a ramené quelques exemplaires exprès pour qu'après vous puissiez le feuilleter. Donc il y a vraiment tous les contacts dedans, les associations, de la lecture pour les parents, pour les fratries aussi. L'idéal, l'idée, en tout cas pour nous dedans, c'était de mettre vraiment toutes les infos qui puissent servir aux parents. Donc normalement, il y a une explication de toutes les procédures en cas d'IMG, en cas de mort in utero, en cas d'accompagnement de fin de vie. Donc normalement, c'est la petite Bible, tout est dedans. Et par rapport à ça, tous les petits outils là qu'on vous présente, vous pourrez repartir avec, en tout cas en partie, puisqu'il y a donc des livrets qui sont sur la table. Et il y a aussi, on vient d'éditer, ils sont tout frais de 17h tout à l'heure, voilà, c'est ça, encore tout chaud. Des petits flyers qui sont il y avait des cartes de visite avant. Et donc l'idée c'était de faire des petits flyers qui soient entre la carte de visite mais avec plus d'informations. Et dedans vous avez les contacts et il y a justement ce qui est proposé par l'association. Donc quand on disait de savoir pourquoi les parents pourraient nous appeler et qu'est-ce qu'ils vont trouver auprès de notre association pour que et vous, professionnels de santé et les parents,
puissent savoir ce qu'on propose. Et une affiche, il y en a imprimée pour mettre dans les salles d'attente. Elle est assez discrète, mais ça permet parfois pour des parents qui vont pas forcément aborder le sujet, de pouvoir le voir et pourquoi pas d'ouvrir la conversation avec vous quand ils vous verront après la salle d'attente. Voilà, et dans les autres choses, un dernier outil qui date d'aujourd'hui également, la synchronicité était assez troublante. On a eu cet outil qui nous a été envoyé par Hélène Guérin, qui a écrit Dans ces moments-là, qui est un livre qui s'adresse à l'entourage des personnes vivant un deuil périnatal pour trouver les bons mots, la bonne attitude, etc. Et donc là, elle nous l'a envoyé aujourd'hui. Elle a fait des coupons, donc là on les a plastifiés pour vous les montrer, vous pourrez les feuilleter, en fait qui est comme des bons cadeaux, entre guillemets, avec tout ce que pourrait aimer une personne qui vient de perdre son bébé. Et donc ça permet à l'entourage de savoir comment se positionner et quoi faire et quoi dire et quelles pensées donner, ou comment il pourrait se rendre utile. Et du coup ça c'est aussi, on mettra tout ça en lien justement avec l'article, c'est des outils qui sont précieux quand on ne sait pas comment faire, ça donne vraiment des bons outils. Et du coup là l'association, les actions qui sont prévues aujourd'hui, donc il y a un atelier de couture toute la journée samedi de 9h à 16h à la maison de quartier de Tuban, où on va fabriquer des nids d'anges. Donc il y a 17 personnes inscrites pour l'instant, et on va fabriquer des nids d'anges pour les 3 maternités ce samedi. Ensuite, le mois prochain et le suivant, il y aura 2 rencontres de prévues, un groupe de parole, donc on vous tiendra informé des dates avec Camille, et un atelier bien-être qui sera autour de l'écriture. Voilà, avec Pauline Pierrel, qui anime des ateliers d'écriture, et ce sera au Jardin des Parents. Voilà pour ça. Et ensuite, on aimerait aussi, Marie est allée à la maternité au Médipôle et a pu voir la salle de recueillement, donc on va travailler pour la rendre un petit peu plus aussi, travailler vraiment sur le souvenir, donc en mettant un peu de douceur encore. Elles ont fait ce qu'elles ont pu, et donc on va essayer d'apporter nos moyens pour apporter un peu de douceur à cet espace-là, pour rendre les souvenirs plus doux. Retravailler aussi le livret du souvenir pour qu'il puisse y avoir plus de souvenirs, et que ces souvenirs puissent être aussi mis dans la maison si les parents le souhaitent, donc essayer de retravailler ce livret. Et pour l'année prochaine sont prévus 2 ouvrages à destination des enfants, donc 2 publications sur le deuil périnatal, un qui s'adresse aux tout petits et qui s'adresse au grand frère qui est de la fratrie, et un autre plus grand, un conte qui s'adresse à l'enfant d'après. Et voilà, donc un a priori en auto-édition, l'autre avec un éditeur local. Donc on espère avoir justement ces outils-là l'année prochaine pour les fratries. Voilà sur tous les outils qui existent. Camille, si tu veux dire un mot. Oui. Ouais. Ben voilà, on va conclure là alors. En tout cas, merci à tous, merci à toute l'association médicale de Nouvelle-Calédonie pour cette invitation et pour avoir rendu ça possible. Si vous voulez soutenir l'association, c'est possible. Vos adhésions sont les bienvenues. Il y a une petite boîte et il y a des bulletins d'adhésion à l'entrée. Les dons sont les bienvenus également, ça nous sert à organiser tout ce dont on vous a parlé là, et c'est aussi possible de le faire sur internet, sur Etiquette. L'association est présente sur Etiquette, donc c'est facile. Voilà. Bonne soirée, merci beaucoup.